Ainsi, les généraux français sont des abrutis à 100%, eux tous, puisque pendant la soi-disant tribune des généraux, l'année dernière, les autres généraux n'ont rien dit alors qu'ils auraient pu dire une petite phrase intelligente qui aurait arrêté le long débat qui a fait suite à cette idiotie des généraux français. Donc 100% des francs-maçons sont des crétins et des abrutis. Pour les raisons que nous venons de dire, et nous allons traiter ce sujet pendant ce mois de novembre, pendant le mois de décembre et pendant le mois de janvier. Ça va nous prendre à peu près 3 mois pour établir cette chose. Donc le créateur de la franc-maçonnerie était lui-même un traître qu'on appelle, il était condamné pour haute trahison, Albert Pike. Et ce que les généraux français ont fait, c'est une forme de haute trahison. On n'essaie pas d'être excessif. Quand tu es responsable du renseignement dans un pays et que tu es tenu de manière formelle à une certaine discrétion et à la réserve, pour cette même raison d'ailleurs, tu ne peux pas te lever et faire croire aux gens qu'un problème prioritaire et citer un faux problème comme problème prioritaire. Ça veut dire que tu essaies d'égarer les gens. Renseignement veut dire qu'ils savent tout, qu'ils savent ce qui est comme problème, danger pour la France, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, et ils se lèvent pour dire un truc, ce que Jean-Marie Le Pen aurait pu dire, ou que Marine Le Pen aurait pu dire. Jean-Marie Le Pen, c'est un vaurien hein, comme sa fille, mais lui, il avait un don de dérision, d'autodérision, qui fait que c'était quelque chose d'amusant, les choses qu'il disait. Et en cela, c'est même quelqu'un qu'il faut saluer, parce que Mélenchon aussi et tous les autres sont des vauriens, mais on ne voit pas cette dérision, donc ils se prennent au sérieux alors que c'est des vauriens. Alors que Jean-Marie Le Pen, c'était le premier homme politique français qui déconnait, tu voyais qu'il n'était pas sérieux dans ce qu'il disait, qu'il était en train de déconner. Ça s'appelle l'autodérision, qui est un signe d'intelligence en fait, de grande intelligence. Sa fille ne vaut rien, et ce que les généraux français ont fait, c'est même moins que ce que Marine Le Pen et Éric Zemmour auraient dit. Et pour eux, c'est grave parce qu'ils sont en train d'égarer les gens, de faire croire que voilà, le problème des banlieues, ça concerne à peu près 10% de la population française. C'est très grave, mais il reste 90% des Français qui ne vivent pas dans les banlieues. Tu ne peux pas venir citer un problème minoritaire, qui est même grave, mais qui ne concerne pas 90% des gens, alors que tu es responsable du renseignement du pays. Donc c'est des abrutis vraiment supérieurs, plus abrutis même que les policiers. Au mois de mai, de juin et de juillet dernier, c'est-à-dire maintenant, de cette année, j'ai fait toute une série sur la police, où j'expliquais que le suicide policier, c'est des policiers qui tuent d'autres policiers, qui sont intelligents, pour garder une police stupide. J'ai fait toute une série sur la police. Nous allons augmenter tout ça en centrant la chose sur la franc-maçonnerie, qui est donc l'ennemi de l'humanité même. On a dit que les généraux français à 100% sont des abrutis et que 100% des francs-maçons sont des abrutis. J'avais aussi dit au mois de février et de mars que l'islam est une fausse religion et qu'il n'y a jamais eu de savants dans l'islam depuis des milliards d'années, parce que c'est une fausse religion et parce que le prophète des musulmans, qui est un pédophile, n'a jamais rencontré l'archange Gabriel et qui n'a jamais rencontré Dieu, qu'on appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans la Bible. J'ai fait au mois de février et de mars cette année une longue vidéo de 6 heures qu'on trouve sur tous les sites du docteur Serge Tuèche et qu'on trouve aussi sur YouTube et sur Facebook, où j'expliquais cela. Donc il y a des appels au meurtre dès le chapitre 2 du Coran. C'est-à-dire dès la 2e page du Coran, il y a 4 appels au meurtre, meurtre des chrétiens qui s'appelle associationniste. Dans l'islam, on peut épouser une fille de 6 ans, ils expliquent comment la répudier un mois ou 2 ou 3 après. Nous allons refaire tout ça. On peut couper les mains des gens qui sont des actes de mutilation sommaires et qui ne viennent pas de l'archange Gabriel. Je l'avais expliqué abondamment, nous allons le réexpliquer ici.
On dit le voleur et la voleuse, coupez-lui la main, en une phrase comme ça. Et c'est un sauvage qui peut dire quelque chose comme ça. Tous les actes qu'un homme, on ne parle pas de Dieu ou d'un ange, qu'un homme fait est terriblement élaboré. Voilà. Quand une femme met son vernis à ongles, ça prend 1 heure, et il y a plusieurs étapes, elle doit enlever l'ancien vernis, voilà. Voilà. Il y a une lime à ongles, il y a plein d'outils. Quand un homme se brosse les dents, c'est tout un acte, c'est même religieux. Donc chaque acte qu'un homme fait depuis sa naissance est terriblement élaboré, alors que dans l'islam, il y a 1,5 milliard de gens qui sont des crétins parfaits, qui coupent les mains sur une seule phrase qu'un crétin prophète a dit. Il dit, le voleur et la voleuse, coupez-lui la main, c'est tout. Il n'y a aucune échelle de proportionnalité ni de gravité. Donc on va refaire ça, chapitre par chapitre, on va expliquer que l'islam lui-même est une fausse religion, et que le prophète des musulmans qui était donc un pédophile, voilà, puisqu'il explique comment épouser une fille de 6 ans et comment la répudier. Donc c'est écrit, c'est prescrit. Voilà. Marc Dutroux, qui est un puissant pédophile belge, il aurait pu, s'il avait su ça, il aurait pu aller vivre dans un pays musulman, il aurait pu se taper toutes les filles de 6 ans toute sa vie sans jamais être condamné. Voilà. La pédophilie institutionnelle, parce qu'on dit ça chaque fois, les musulmans ils tentent d'égorger les gens, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est écrit dans le Coran, et il explique très bien, nous allons refaire ça, il explique très bien comment répudier la femme. Donc c'est dit, tu vois, tu prends une fille de 6 ans, tu l'épouses, et 3 mois après tu la remets à ses parents, voilà. Comme tu peux faire plusieurs femmes, tu peux te marier 4 fois en un mois, et 3 mois après, tous les mois tu fais ça. Donc c'est vraiment de la pédophilie institutionnelle. C'est par bêtise, parce qu'il y a une grande stupidité chez les musulmans qui ne lisent pas les choses. Quand on dit que le prophète des musulmans est un pédophile, on n'est pas du tout en train de calomnier le prophète. Et les coupures de mains qu'ils font, c'est de la barbarie aussi. Ils excisent les femmes aussi. Tous les actes de mutilation relèvent soit de la psychiatrie, soit de la sauvagerie. Donc nous allons refaire tout ça pour expliquer que 100% des francs-maçons sont des abrutis et des crétins. Les généraux français, leur stupidité, vient partiellement de ce que, donc ils étaient d'abord fils du préfet et qui sont allés dans les grandes écoles parce qu'il était fils du préfet, pas parce qu'il était intelligent. Et puis quand il sort de la grande école, c'est aussi pour la même raison qu'il devient général après. Voilà. Et que aussi, l'autre stupidité vient de ce qu'il est en plus franc-maçon. Donc nous allons expliquer que 100% des francs-maçons sont des crétins supérieurs. Et que l'islam est une fausse religion, ce n'est pas parce que nous défendons le voile islamique qu'on est en train de dire que l'islam... J'ai eu toute une vidéo de 6h, 6h30, que j'avais faite en février et en mars 2022. Et j'ai une vidéo équivalente que j'ai faite en 2021 et en 2020. Il est important que les gens sachent ces petites choses. Nous allons recommencer tout ça de manière séquentielle pendant ce mois de novembre, de décembre et de janvier prochain pour remettre les choses en place. Donc, je suis le docteur Serge Tuech, je suis médecin belge d'origine camerounaise. Je suis le seul chirurgien au monde, comme on le voit sur cette image, ayant jamais publié en auteur unique et solitaire une série de 167 transplantations hépatiques. C'était en 2003. Il y a 20 ans et personne n'a jamais battu ce record. Il s'agit d'une difficulté technique scientifique qui est très importante parce que dans la transplantologie, tu as chaque fois 2 patients. Et les chirurgiens sont habitués, sont très intelligents parce que pour être chirurgien, tu as d'abord Bac plus 7. Je suis médecin en Belgique, tu es médecin, c'est Bac plus 7. Et puis tu fais encore 6 à 7 ans pour être chirurgien. Moi je suis Bac plus 14. Major de promotion. Donc le 6 juin 1996, en Belgique, Bruxelles, il y a eu un examen national que le ministère fait. C'est fait sur le système du baccalauréat. C'est-à-dire il n'y a pas les noms sur le papier, c'est des numéros. C'est-à-dire on ne peut pas reconnaître le fils du préfet, le fils du commandant. Et j'étais donc major de promotion des 100 chirurgiens belges de ma promotion. Ça te donne une puissance sémantique qui est énorme. En France, tu as 250 000 militaires dans l'armée française. Moi, tu as vu comment je parle sur les généraux français. Voilà.
C'est ça qu'on appelle une puissance sémantique. Il y a 1,5 milliard de musulmans. Mais la force brute, que ce soit des coups de boule comme Zidane donne, ou égorger les gens comme on a égorgé les 2 Suédoises au Maroc, ça n'a rien. Une force sémantique, c'est beaucoup plus important. Et c'est ça que je dispose de cette force-là. Donc j'ai été victime en Belgique et en France d'une très très grande discrimination et même des calomnies par un réseau pédophile dans des journaux. Et la justice belge et française tente de ne pas juger cette affaire aujourd'hui. Et je suis obligé de faire ce que je fais maintenant jusqu'à ce que la justice statue sur ces faits-là. J'utilise des réseaux pédophiles dans la franc-maçonnerie pour essayer d'étouffer cette affaire grave. Et donc, j'ai une puissance sémantique, c'est-à-dire intellectuelle. Je suis presque de l'ordre d'un savant. Savant, c'est quelqu'un qui peut parler, dire quelque chose que 3 milliards de catholiques ne savent pas. Pendant 20 ans en France, il y a eu un débat sur le voile islamique et personne ne savait, parmi les chrétiens, ils ne savent pas ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai écrit sur le voile islamique. C'est une démonstration de cette puissance sémantique dont je dispose. Et mon but étant de faire juger l'affaire. Il disait donc qu'en transplantologie, il y a à chaque fois 2 patients. La plupart des chirurgiens, tu as un orthopédiste, il publie sa série de 1000 prothèses totales de hanches. Et c'est très facile parce que chaque fois c'est un patient. Voilà. Alors que dans la chirurgie de transplantation, tu as à chaque fois 2 patients. Un patient qui donne la greffe et un patient qui reçoit la greffe. Le patient donneur souvent est mort, parfois c'est rare, il est vivant. On appelle ça split liver transplantation, c'est-à-dire on prend juste une partie du foie. Dans tous les cas, donc, tu as 2 patients. Quand tu parles de 1 patient, c'est 2 patients. Et quand tu fais tes analyses, c'est très très difficile. Et je suis le seul au monde qui ait réussi cette performance de pouvoir analyser tout seul. Et c'est d'un point de vue scientifique, c'est très important parce que les autres études sont des études qui sont faites en groupe. Plusieurs chirurgiens se mettent ensemble et tout de suite tu as un downstaging parce que une régression logistique parce que toutes les analyses se font à la baisse. Et ce qui fait qu'il y a des grosses erreurs dans la pertinence des analyses qu'on peut faire. Ce qui fait que donc, je suis le seul au monde à avoir fait de toutes les façons cette étude seule. Et même un Chinois ne peut pas faire ça. Ce qui fait que donc, si j'ai un adversaire quelque part, il doit tenir compte des informations que je viens de donner. Par ailleurs, j'ai été rosicrucien. La Rose-Croix et la franc-maçonnerie, c'est la même chose. La Rose-Croix est un peu plus déiste. Voilà. C'est la même étoile de David, et David n'a pas d'étoile. Le roi David n'a aucune étoile dans la Bible. Dans toute la Bible la plus élargie, c'est la Bible des Éthiopiens qui fait 80 livres avec le livre de Jachère, le livre des Jubilés, le livre d'Esdras, et il y a l'étoile de David nulle part. Voilà. Il n'y a pas d'étoile de Salomon non plus. Il n'y a pas de sceau de Salomon, il n'y a pas de sceau de David. Ce sont des items de sorcellerie. Le talmudisme ashkénaze, aujourd'hui, c'est de la sorcellerie. Ça n'a rien à voir avec le judaïsme de Moïse. Les ashkénazes et séfarades ne sont pas juifs. Ce sont des faux juifs. Puisqu'on dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 9, on dit « Synagogues de Satan ne sont pas juifs ». Voilà. Apocalypse chapitre 2, verset 9. Apocalypse 3, verset 9 répète la même chose. Synagogues de Satan ne sont pas juifs. Ils disent qu'ils sont juifs, mais ils mentent, ne sont pas juifs. Voilà. Et on parle de séfarades et ashkénazes. Genèse chapitre 10, verset 1 à 32. Les fils de Noé, Sem, Cham, Japhet, fils de Japhet, ashkénazes. Donc il n'est pas juif, mais il n'est pas sémite non plus, puisque Noé, c'est le patriarche. Et il a 3 fils. Ils sont Sem, Cham et Japhet. Pour être sémite, il faut être fils de Sem. Ashkenaz, dans Genèse chapitre 10, est fils de Japhet. Il n'est donc pas sémite, il n'est pas juif. Ce que je viens de dire dans Genèse chapitre 10, ici, est répété de la même façon dans le premier livre des Chroniques, chapitre 1, du verset 1 au verset 54. Et c'est répété de la même façon dans Jachère, chapitre 7, du verset 1 au verset 9. Jachère chapitre 10 aggrave même la chose. Jachère chapitre 10, on dit Japhet, France, français, fleuve la Seine, fleuve France. Voilà. Du verset 6 au verset
18. Voilà. Donc Ashkenaz n'est pas juif, ni sémite, ni hébreu. Et dans Genèse chapitre 10, Gaza se trouve comme étant fils de Cham. On dit les fils de Cham, couche, Gaza. Ce sont là les fils de Cham. Cela étant, Gaza est effectivement Canaan, mais il est couchite. Couchite veut dire éthiopien dans la Bible. Couche veut dire noir, couche veut dire éthiopien. Gaza apparaît 33 fois dans la Bible et il est chaque fois éthiopien. J'ai écrit 4 livres qui sont sur les thèmes que je viens de dire brièvement jusqu'à présent. Et le but est de faire juger les affaires qui sont en justice. Parce qu'en France et en Belgique, ils sont des sauvages. Parce qu'on a parlé des musulmans, les Français décapitaient les gens en Afrique, comme on voit sur quelques images que je mets. Et les Belges en faisaient autant, et même plus gravement, en Belgique. Et c'est des actes de sauvagerie. Voilà. La sauvagerie, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est aussi injuste. C'est des gens qui sont fondamentalement des francs-maçons, qu'on appelle ennemis de la justice dans le livre de Timothée et dans Actes des Apôtres, chapitre 13. On dit ennemis de la vérité, ennemis de la justice, opposer la justice. Donc c'est un petit peu ça qu'on est en train de faire. Et le but, c'est de rétablir, dans ce qui me concerne, le droit. Ça paraît, il faut aller nonchalamment comme je fais. Parce que quand tu parles des généraux ou de l'armée française, tu es en train de parler des gens qui sont assermentés et qui ont donné, comment on dit, prophylactique, préventivement leur vie. Donc s'il y a la guerre, ils vont à la guerre pour défendre le pays. Donc c'est des gens qu'il faut respecter. C'est pour ça que je parle doucement, mais j'arrive à dire tout ce que je dois dire. En mai, juin, juillet, j'ai fait une vidéo de 5h51 sur la police. Donc je vais doucement, mais j'arrive à dire ce que je dois dire. Donc je reproche à la police et à l'armée belge et française d'avoir intercepté toute ma correspondance postale, toute ma correspondance écrite, toute ma correspondance électronique, c'est-à-dire les emails, et toute ma correspondance téléphonique. Quand je téléphone, ça tombe dans le vide, personne ne reçoit. Et j'ai 4 puces téléphoniques en France et 3 puces téléphoniques sur 3 opérateurs différents en Belgique. Et avec tout ça, je n'arrive pas à... Tous mes SMS sont aussi interceptés et détruits. Et mes MMS. Et c'est la police et l'armée qui font ça, en Belgique et en France. Bon, rien que pour ça, tu vois que c'est des crétins, tu n'as pas besoin même de parler des généraux. Un boulanger, un taximan, il fait son boulot, il paye ses impôts. Comment est-ce qu'on en est arrivé que la police est en train de s'acharner sur un chirurgien? Voilà. Donc rien que ça, tu vois que c'est quelqu'un qui est devenu parfaitement bête. Et c'est terrible. Voilà. Donc ça, c'est ce que je reproche à la police et à l'armée qui, se faisant, m'ont déclaré la guerre avec les moyens qu'ils ont. Et moi, j'ai d'autres moyens qui sont, je l'ai bien dit, je suis un sémanticien et un idéologue de très haut niveau. Il n'y en a pas même 2 dans le monde comme moi. Donc, je vais définir. La sagesse, c'est plus que la bombe atomique. La sagesse, c'est plus que l'intelligence. L'intelligence, c'est plus qu'un char d'assaut. C'est plus qu'une grenade, c'est plus qu'un fusil. Livre de la sagesse, chapitre 7. La sagesse se meut d'un mouvement qui dépasse et surpasse tous les autres. Elle traverse et pénètre toutes choses. C'est le roi Salomon qui définit la sagesse comme ça. En fait, l'intelligence n'est pas un concept abstrait, c'est un concept très matériel. Et qui est un concept même militaire, puisque dans le même chapitre du livre de la sagesse qu'écrit par le roi Salomon, livre de la sagesse, chapitre 7, il dit on trouve impulsion des esprits. Impulsion des esprits se dit que tu envoies des ondes. Il dit pénétrant, perçant. Perçant, c'est comme si tu tires une balle, ça perce quelque chose. Traverser, c'est ça. Donc les adjectifs qu'il utilise pour décrire, c'est des adjectifs militaires. Il dit perçant, traversant, pénétrant. C'est pas du tout un concept abstrait. Donc si tu attaques à quelqu'un qui, lui, pense qu'il est un savant, c'est très mauvais pour toi. En particulier si tu agis avec l'intelligence interne de la classe.
comment ça se fait qu'un grand pays comme la Belgique ou un grand pays comme la France, on trouve que l'armée et la police sont coalisés pour essayer d'assassiner un petit savant noir. Ils font ça depuis longtemps. Hein. Et ça va finir par s'arrêter parce qu'un jour, la barbarie, et même en Afrique, les Noirs vont aussi décapiter comme les gens, comme vous décapitez les Noirs. Hein. Et la justice va s'établir à ce moment-là. La paix va être établie dans le monde. D'ailleurs, c'est presque déjà en cours, hein, puisque l'armée française a été chassée du Mali, de la République centrafricaine et du Burkina Faso. Et ça, c'est les signes précurseurs de cette décadence que nous sommes en train d'exposer. Donc, tu n'as pas besoin de pas. Un policier, un gendarme n'est pas là pour intercepter. Donc, j'ai mis quelques pièces. Hein. Dans le 20 juillet 2020, j'ai saisi la Cour de cassation à Paris. Le 20 juillet 2020. La requête, quand la requête n'est pas interceptée comme ça sur place localement, elle est interceptée sur place à la Cour de cassation et détruite à la Cour de cassation hein, par le greffier ou par un juge franc-maçon. Hein. Donc je dis que j'ai été rosicrucien et martiniste. Hein. La Rose-Croix et le martinisme, voilà, qui sont des partis déistes de la rose, de la franc-maçonnerie. Et je suis sorti, et puis j'ai été pendant mon année sorti parce que c'était des crétins, c'est pour ça que je dis ce que je dis. Voilà. Et c'est eux qui ont créé un monde d'abrutis comme ça. Un boulanger fait pas des conneries comme ça. Il achète son pain, il achète le sel et la farine, il fait du pain et il vend et il paye ses impôts. Hein. Et le monde va tourner pendant des millénaires sur ce modèle-là. Le taximan, il travaille, il met l'essence dans la voiture et il paye ses impôts. Et il s'en va s'occuper de sa femme et de ses enfants. Il ne participe pas du matin jusqu'au soir aux actes de sauvagerie. Hein. Il a dit aussi. Hein. Bien. Donc la sagesse est un mouvement d'un mouvement. Mouvement veut dire que ce n'est pas quelque chose d'abstrait, il s'agit d'une dynamique. Mouvement veut dire que donc, si tu mets un obstacle, il faut que l'obstacle soit suffisant pour opposer le mouvement. Voilà. C'est ça qu'on appelle la dynamique, la biodynamique. Donc il y a un mouvement massif, mais aussi un mouvement pénétrant, perçant. Impulsion des esprits qui traverse la sagesse. Donc je dis, si tu attaques à quelqu'un qui a comme arme l'intelligence, et même un simple chirurgien d'un village comme Libourne, ou Tournai en Belgique, ou Charleroi, tu as un gros problème. Hein. Voilà. Et le complot qui consistait à m'assassiner la nuit en faisant que c'était un fou qui s'est barricadé, c'est tombé à l'eau depuis longtemps. L'autre complot quelconque qui consiste à le suicider avec 2 balles dans la tête, comme ils ont suicidé Jean-Pierre Ilanga, c'est tombé aussi à l'eau puisque j'ai fait depuis 2020, 2021, 2022 plusieurs vidéos pour expliquer que le suicide policier, c'est les policiers crétins qui assassinent les policiers intelligents et que les policiers crétins restants assassinent des civils intelligents pour créer un monde d'abrutis. Donc, premièrement, je reproche à la police d'avoir intercepté mes communications postales, écrites, électroniques et téléphoniques, en sorte de m'isoler suffisamment pour pouvoir m'assassiner. Deuxièmement, je reproche à la justice elle-même que les requêtes que j'ai déposées au greffe, c'est-à-dire le procureur de la République, que ce soit à Paris, à Bordeaux ou dans les autres endroits, procureur général, correspondant, ou à la Cour de cassation elle-même, n'ont jamais été ni enregistrées ni jugées. J'ai mis quelques images ici où on voit les cachets du greffe, procureur de la République, ou du greffe cour d'appel. CA veut dire cour d'appel. Et c'était à l'intention souvent du procureur de la République ou de la première présidente de la cour d'appel. C'est ça que je reproche à la justice elle-même. C'est-à-dire, un greffier prend, on dit, oh, c'est un frère, il y a un autre ennemi, un frère est en danger, et puis il détruit la requête. C'est pour ça que je suis sorti de la Rose-Croix, parce qu'il y avait des formes de bêtises comme ça, de stupidité de ce genre-là. Donc pour ces raisons-là, j'ai saisi ensuite le Conseil supérieur de la magistrature pour dire que la justice ne fonctionnait pas bien. Conseil supérieur de la magistrature en France, Conseil supérieur de la magistrature en Belgique. Et ça n'a pas marché non plus. Ils ont tout détruit. Donc la première saisine de la Cour de cassation, c'était le 20 juillet 2020.
Et puis j'ai saisi ensuite la Cour de cassation France le 9 novembre 2020. Et après le 24 mars 2021. Et puis en août, le 7 août 2021, le 8 décembre 2021, non, le 4 octobre 2021 d'abord, et le 8 décembre 2021. Et maintenant le 22 avril 2022. Maintenant, voilà, c'est 3 mois, 4 mois, 6 mois, 7 mois. Donc, si dans un pays, il y a une intelligence qui fait qu'on pense qu'une certaine catégorie de la population est indigne d'avoir accès à la justice, ça veut dire qu'il y a même un problème très grave, plus grave que ce qu'on peut même penser. Et si toutes les institutions, les appareils de l'État sont corrompus à ce point, ça veut dire que c'est vraiment encore même plus grave. L'Ordre des médecins même a été saisi directement de l'affaire et d'emblée, depuis plus de 10 ans, il n'a pas encore jugé l'affaire. En fait, je suis le médecin le plus brillant qu'on trouve actuellement en France ou en Belgique. Et c'est pour cette raison qu'on m'en veut, parce que si tu inscris un médecin comme ça à l'ordre des médecins, spontanément, il devient doyen de la faculté de médecine à cause de son intelligence. Et dans la foulée, ça ne dure pas 1 an, 2 ans, il est doyen de la faculté de médecine. Parce que la science a besoin de cette qualité, cette forme d'intelligence-là. Voilà. Et le racisme qu'on trouve dans la franc-maçonnerie, qui est donc le Ku Klux Klan et la franc-maçonnerie qui sont des créations d'Albert Beit, fait que donc ils ne veulent pas qu'un noir soit doyen de la faculté ou recteur. C'est quand Sarkozy a dit que l'homme noir n'est pas entré dans l'histoire que j'ai commencé à comprendre que c'était des doctrines institutionnelles. C'est même plus grave que ça. Donc l'ordre des médecins a été saisi plusieurs fois, j'ai mis quelques pièces. Il n'a jamais statué, il n'a jamais jugé l'affaire. Et c'est pas normal non plus. Et je vais me battre jusqu'à ce que l'affaire soit jugée. On appelle ça ébranler les cieux, ébranler la terre, ébranler la mer, ébranler les airs. Voilà, dans la Bible, on dit qu'il faut agir. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc la sagesse te donne la capacité d'ébranler, de renverser l'univers si c'est nécessaire. Et nous pouvons le faire. Nous allons aller crescendo jusqu'à ce que chacun comprenne ce qu'on est en train de faire. Donc, de manière concrète, l'affaire est plus grave. On n'est pas dans une paranoïa. Non, j'ai exercé la médecine dans plus de 20 hôpitaux belges. Et j'ai exercé la médecine en France dans plus de 77 hôpitaux français. Paris, tout. Plusieurs CHU, Caen, CHU de Marseille, CHU de Rennes, voilà. Et plusieurs hôpitaux périphériques. Jusqu'en Guyane, chez Christian Taubira, il n'y a pas que Mélenchon qui est un crétin. Christian Taubira, c'est des crétins aussi. Chez Christian Taubira, j'étais en 2003 à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane. Je n'ai pas vu à Saint-Laurent-du-Maroni un seul médecin généraliste noir en Guyane. Il faut bien comprendre. Les policiers interviennent avec les médecins et les gendarmes dans le SMUR. Je suis médecin SMURiste, urgentiste chirurgien. Et quand tu fais du SMUR, puisqu'on a entendu parler de la Guyane ici, j'étais à Saint-Laurent-du-Maroni en 2003 et en 2009. En un jour, tu prends des patients à Saint-Laurent-du-Maroni, par exemple, les amener à Kourou en Guyane. Kourou, l'urologie se trouve à Kourou. Et s'il y a un problème de cardiologie interventionnelle, tu les amènes directement à Cayenne. À Kourou aussi, ils en font. La neurochirurgie se trouve à Cayenne. Ce qui fait que tous les jours, tu vas à Cayenne. Et tous les jours, tu vas à Kourou. C'est-à-dire quelqu'un qui a un calcul, comme on appelle ça une cholécystique ou une colique néphritique, tu l'amènes directement. Tu mets des antibiotiques, tu mets ce que tu veux, et puis tu l'amènes là-bas. Si vous mettez parfois des sondes de double J, n'importe quel chirurgien local peut le faire, mais pour trouver le méa urinaire, il faut un urologue parce que c'est lui, il a l'habitude et que ça lui prend 1 minute. Alors qu'un chirurgien ou un autre chirurgien, ça lui prend beaucoup plus de temps. Ça lui prend 30 minutes pour trouver le méa urinaire. C'est-à-dire, voilà, pour mettre sur la sonde, et ça fait chier tout le monde. Ça lui prend du temps. Donc tu dois aller à Kourou déposer les gens tous les jours. Plusieurs fois par jour, de Saint-Laurent-du-Maroni. Et à Cayenne, au moins 1 fois ou 2 par jour. Donc chaque jour que tu es de garde, tu fais le tour de toute la Guyane. Et de Cayenne jusqu'à Saint-Laurent-du-Maroni, tu as 300 km.
J'ai jamais vu un médecin noir, un médecin généraliste noir guyanais. Voilà. J'ai jamais vu un médecin urgentiste noir guyanais. J'ai même jamais vu une infirmière noire guyanaise. Voilà. J'ai Christiane Taubira. Donc, quand tu es député, tu as été député toute ta vie comme Christiane Taubira. Et que tu as été ministre. Et que tu as été candidat à la présidentielle à plusieurs reprises. Et qu'il y a un problème de ce genre dans ton pays. C'est des départements qui ont la taille d'un pays. 300 km, c'est plus grand que dans de Cayenne à Saint-Laurent-du-Maroni, ça fait 300 km. Voilà. En Belgique, tu n'as aucune distance qui fait 300 km. Même 200 km n'existe pas en Belgique. Donc c'est 2 fois plus grand, peut-être même 10 fois plus grand que la Belgique. Et donc tu te présentes à la magistrature suprême, il y a des problèmes de base comme ça dans ton pays. C'est comme ça que tu peux t'autoriser de dire que quelqu'un est un crétin. On n'est pas injurieux, mais on est obligé de marquer pour que quelqu'un comprenne. On n'est pas dans une sémantique philosophique ou discursive pure, on est dans une sémantique matérielle. Il faut que quelqu'un comprenne ce que je dis. Christiane Taubira, elle était députée toute sa vie, elle était ministre de la Justice. Elle était candidate à la présidentielle en 2002. C'est grâce à elle que l'autre, Jean-Marie Le Pen, est passé au 2e tour. On ne reproche rien à personne, on s'en fout. Mais c'est pour dire qu'elle était candidate à la présidentielle à plusieurs reprises avec des résultats. Donc, et je vous découvre qu'elle ne connaît pas même les problèmes de chez elle. Comment elle peut régler un problème national, cette défense nationale, avec toute la France métropolitaine et tous les autres dans le temps. Donc on a affaire à des abrutis partout, et c'est terrifiant. Donc j'y étais en 2003, j'ai pas vu une. C'est très facile, les médecins couchent entre eux. Dès le premier jour que tu arrives comme ça, tu te localises toutes les jolies doctoresses et toutes les jolies infirmières. Donc je dis, il n'y avait jamais une infirmière guyanaise nulle part. Voilà. Aucune doctoresse guyanaise nulle part. Un médecin non plus. Et en 2003 ni en 2009. C'est la même chose sur Aimé Césaire en Martinique. J'étais en Martinique en 2005. Aimé Césaire n'était pas mort. Aimé Césaire, c'est un savant, un grand philosophe qui a écrit des choses sur la négritude, la négrité. C'est un courant philosophique qu'il partageait avec Sédar Senghor, un Sénégalais, un savant sénégalais. C'est un grand homme politique. Il a été maire toute sa vie de là-bas. Et bien en Martinique, j'étais à l'hôpital du Lamentin, c'est tout près de l'aéroport du Lamentin, qui est l'aéroport qui se trouve en Martinique. L'hôpital du Lamentin se trouve à 8 km de Fort-de-France, qui est le CHU local. Et c'est la même chose. Donc tous les jours, chaque fois que tu as un neurotraumatisé, je l'amène là-bas pour un monitoring ou pour faire les examens que tu souhaites faire. Pour qu'éventuellement, s'il faut faire une neurochirurgie, tu l'amènes directement à Fort-de-France. La cardiologie interventionnelle, tu l'amènes directement là-bas aussi. Donc la thrombolyse, comme ça, urgente, les urgentistes font, tu fais de la thrombolyse, comme ça, pour enlever le caillot, et puis tu envoies le reste de l'intervention, ça se fait avec un cardiologue sur place, et tu l'amènes directement à Fort-de-France. Et chaque jour, tu fais tout le tour de la Martinique. Et j'ai jamais vu, donc à l'hôpital du Lamentin où j'étais en 2005, du vivant Aimé Césaire. C'est une très très grande personnalité mondiale, pour ses écrits et ses idées, les choses qu'il fait, les courants philosophiques qu'il a développés. Et il est aussi un grand homme politique parce qu'il a été maire toute sa vie de Fort-de-France, justement. L'âme Fort-de-France, il n'y a pas un seul médecin noir. Voilà. Il n'y a pas un seul médecin martiniquais en 2005 en Martinique quand j'y étais. Je répète, chaque jour tu vas prendre les gens sur la route parce qu'il y a un accident, la police et la gendarmerie sont là, ceux qui balisent la route. Les pompiers arrivent après, le médecin SMUR arrive seulement un peu après, et en 3e position. Et tu prends le patient en fonction des lésions que tu constates, tu l'amènes dans un hôpital où tu stabilises, tu fais les premiers soins, tu l'amènes dans l'hôpital que tu penses, où il y a de la place et où tu penses qu'il aura les meilleurs soins. Ce qui fait que tous les jours, tu fais tout le tour de la vie du pays. Voilà. Et j'ai vu un médecin généraliste noir martiniquais nulle part. Donc ça veut dire que quand on parle de racisme institutionnel, on n'est pas dans un délire d'une forme ou d'une autre. On n'est pas dans une paranoïa quelconque. Mais
Césaire, je ne vais pas insister, parce qu'il était déjà vieux, il avait déjà plus de 95 ans à l'époque. Mais ça ne change rien, c'est déjà, il n'est pas né à 95 ans. Avant d'arriver à 95 ans, il avait 40 ans, et il n'a pas pensé qu'il fallait créer une politique quelconque qui permette d'avoir des médecins locaux. C'est-à-dire, même le suicide policier ne peut pas expliquer à lui tout seul. Je veux dire, si on tue 10 médecins par an, tu crées une politique qui forme 11 médecins, en sorte que chaque année, il y a un médecin qui est survivant. Voilà, c'est ça qu'on est en train de dire. J'étais à l'île de la Réunion, à Saint-Benoît. C'est la même chose. Donc tous les jours, tu fais le tour du pays. Quand il y a un accident quelque part, on t'appelle, tu vas en SMUR, tu prends le patient, voilà, c'est une fracture complexe de la hanche, tu l'amènes là où il y a la meilleure orthopédie, voilà. C'est un retraumatisme, tu l'amènes à Saint-Denis, et voilà. Et s'il n'y a plus de place à Saint-Denis, voilà, parfois tu prends des patients pour créer de la place à Saint-Denis, on t'appelle pour aller prendre un patient là-bas, pour l'amener ailleurs, pour créer un lit à Saint-Denis pour qu'il y ait des lits pour des choses plus urgentes. C'est que tous les jours tu fais le tour de la ville, voilà. Et j'ai vu un patient médecin noir réunionnais, ni à Saint-Benoît où j'étais, ni à Saint-Denis, ni nulle part à Saint-Pierre. Voilà. Les seuls médecins noirs locaux venaient de l'île Maurice. Il y avait 2 médecins mauriciens à Saint-Benoît. Quand tu voyais quand tu décharges le patient, quand tu prends un patient, ça prend le temps pour décharger, parce qu'il faut débrancher tous les appareils. Et pendant que tu débranches, ils branchent les leurs. Voilà. Tu as des appareils de survie que tu as mis sur le patient ou de monitoring, et tu dois débrancher tes appareils pour ramener chez toi. Et les seuls patients là où tu l'as amené, par exemple à Saint-Denis, ça dure 15 minutes le temps de faire aussi le rapport. Tu dis voilà, je vais ramasser sur la route. Et pendant ce temps, s'il y a des filles, tu dragues, ou si tu fais le rapport. Si c'est un médecin noir, tu dis tu viens d'où? Je viens de l'île Maurice. Voilà. Et tu lui demandes, je croyais que tu étais réunionnais. Il te dit non, il n'y a pas de médecin réunionnais, tu vois. Ça fait que si tu restes même 3 jours, en un jour, tu sais qu'il n'y a pas un médecin réunionnais à l'île de la Réunion. Voilà. En 2024. Donc, quand on parle de racisme institutionnel, c'est vrai, non, il y a un vrai racisme institutionnel qui est partiellement dû à la bêtise des élus locaux comme Christian Taubira et Aimé Césaire, qui ont été élus sur place pendant toute leur vie et qui n'ont pas pensé, qui n'ont pas diagnostiqué ce problème-là. À Saint-Laurent-du-Maroni, tous les médecins sont blancs. Il y a peut-être un quart des médecins qui sont noirs, qui viennent de Cuba, ou qui sont des noirs belges comme moi, ou des noirs gabonais avec la nationalité française ou une autre, mais c'est pas des noirs français. Voilà. C'est ça que je viens de dire. Donc dans cette vidéo, pendant la première heure de la vidéo, nous allons faire un chapitrage grossier qui est spirituel, c'est-à-dire que je parle sans lire. Et après, je ferai un chapitrage écrit dans la deuxième heure de la vidéo pour pouvoir être court et précis. Le chapitrage grossier a l'avantage que tu parles avec l'esprit et que l'esprit te dit les choses graves et que ça te permet de répéter plusieurs fois les choses graves que tu vas dire dans la vidéo. J'ai donné mon dossier à des élus, à 2 sénateurs français et à 2 députés français. J'ai donné à 2 sénateurs belges et à 2 députés français, belges aussi. Et chaque fois, leurs attachés parlementaires détruisent les dossiers. Et quand tu arrives à le remettre en main propre aux députés, le dossier est aussi détruit. Soit parce qu'ils étaient déjà dans la franc-maçonnerie, on lui joue le même genre du coup, c'est notre ennemi, ou bien que non, un frère est en danger. C'est comme ça qu'on s'exprime dans ces conneries-là. Et les gens n'agissent pas avec leur propre intelligence, mais ils agissent sur ces codes-là. Qu'un frère est en danger, ou que moi je suis leur ennemi. Moi je suis l'ennemi de personne, c'est vraiment une stupidité. J'ai de très très bons amis à Ashkenaz, d'ailleurs je n'ai survécu jusqu'à aujourd'hui que grâce à mes amis. Grâce à mon intelligence, mais en réalité grâce à mes amis. C'est eux qui m'ont au début sauvé la vie, et c'est par leurs explications que j'ai compris qui m'en voulaient et comment je devais faire pour m'en sortir. J'ai de très bons amis à Ashkenaz, j'ai de très bons amis dans la franc-maçonnerie.
J'ai même des membres de ma famille qui sont policiers et militaires. Alors ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. Et moi-même, j'ai été dans les ordres, c'est-à-dire dans la Rose-Croix et dans le martinisme. Et voilà. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, j'ai gardé des amis partout. Jusqu'à Porto Vecchio, jusqu'à Martinique. Voilà. C'est pas parce que je suis en train de dire ça qu'un ami martiniquais ou corse avec qui j'étais dans la Rose-Croix, on est ennemis. Voilà. C'est ça. Donc là, ça c'est la première partie de la vidéo, la première heure de la vidéo, c'est un chapitrage grossier. Et la deuxième heure de la vidéo, c'est un chapitrage plus court et plus précis et moins plus concret, plus court. Et à partir de la troisième heure de la vidéo, nous allons donner des précisions et débattre. Donc dans cette vidéo, nous sommes en train d'exposer l'armée française, compte à peu près 300 000 unités. Et on est en train de dire que l'état-major, c'est des abrutis. Et que l'armée ne peut être que des abrutis aussi, en fait, puisque c'est l'état-major qui dit le programme de formation, qui dit les armes et les choses que, voilà. Il y a les légionnaires, tout le monde est légionnaire en Guyane. Voilà. Et s'il y a un seul membre de l'état-major national à Paris qui est un crétin, même de l'état-major local qui est un crétin, c'est toute l'armée même qui l'est. On va continuer à exposer la police comme on avait déjà commencé. Et la justice française, et les représentants corrompus. Je vais prendre le cas des 2 députés, de 2 sénateurs, belges et français. Et puis l'ordre des médecins. Et enfin l'islam aussi. Donc j'ai déjà dit jusqu'à présent que l'islam est une fausse religion, mais le Coran lui-même n'est pas un livre saint. Par exemple, c'est très simple à démontrer. Dans toute œuvre humaine, tu peux tolérer même 10% de fautes. Même dans une étude scientifique, il y a 10% de fautes qu'on finit par découvrir 10 ans après. Voilà. Dans le Coran, tu as des fautes grossières, des fautes matérielles grossières qui sont rédhibitoires, qui prouvent que le Coran n'est même pas à la hauteur d'une œuvre humaine ordinaire. Je suis médecin-chercheur et auteur de plusieurs publications scientifiques notoires. Je relis mes publications d'il y a 20 ans pour voir si les 10% de fautes supposées sont visibles aujourd'hui. Et pas, c'est pas encore visible, tu vois. Des gens comme Éric Zemmour qui sont écrivains et qui sont des petits savants, quand ils parlent, il n'y a aucune faute. Quand il écrit, tu vois que c'est très très bien écrit. Même les mauvais écrivains comme Agatha Christie, c'est très ennuyeux, mais il n'y a aucune faute matérielle. Bon, au cinéma, quand tu regardes Rambo 1, Rambo 2, qu'est-ce qu'il y a là-dedans comme faute? Predator, Terminator, des films qui sont vieux, et que peut-être à l'époque on ne pouvait pas voir des fautes, mais aujourd'hui, il n'y a pas de faute dedans. Donc dans une œuvre humaine, il y a toujours supposément 10% de fautes parce que l'homme est mortel, il n'est pas parfait. Et un jour, avec des microscopes ou des choses parfaites, on peut voir des fautes. Mais dans le Coran, tu as des fautes grossières. On va en citer une ici. Et on les citera toutes au courant de la vidéo qui est prévue pour durer à peu près 7 heures. Prenons sourate numéro 19. C'est-à-dire Coran, chapitre numéro 19. Que je résume. On dit Marie, la mère de Jésus-Christ. Marie qui est la sœur de Moïse et Aaron. Donc il y a une faute matérielle grossière ici. Marie, la mère de Jésus, se trouve dans Luc chapitre 1, l'évangile de Luc chapitre 1. Qu'on appelle Vierge Marie, Vierge apparaît 3 fois. Et c'est une vierge, Isaïe chapitre 10 dit la Vierge enfantera d'un fils. Donc Vierge Marie, c'est pas une création des catholiques. Elle est vraiment vierge 3 fois dans Luc 1 et elle est vierge dans Isaïe 7. Isaïe chapitre 7, dans l'Ancien Testament. Et dans Isaïe chapitre 9, on dit un fils nous est né, un enfant nous a donné, la domination reposera sur lui, on l'appellera Père éternel, Prince de la paix, Dieu puissant. Donc c'est un fils enfant, on dit un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera Prince de la paix, admirable conseiller, Père éternel, Dieu puissant. Donc c'est un homme qui est Dieu dans Isaïe chapitre 9. Donc c'est pas des délires de catholiques comme les musulmans tentent souvent de le faire grâce à leur propre ignorance. Isaïe chapitre 53 dit qu'il est mort sur la croix pour porter nos péchés. Donc que Jésus-Christ soit mort, c'était déjà prophétisé avant. Voilà. Donc on est en train de dire que la Vierge Marie se trouve dans l'évangile de Luc chapitre 1
et dans l'évangile de Matthieu chapitre 1. Et ça s'appelle Marie, mère de Jésus. Donc dans cette partie de la soie 19, il n'y a pas de faute. Ça concorde avec Luc 1 et Matthieu 1. La deuxième partie dit que Marie, mère de Jésus, qui est la sœur de Aaron et Moïse. Il y a une terrible confusion qui est multiforme. Dans toutes les formes de faute, la confusion est la forme la plus grave. Un lapsus, c'est une faute, mais que tu n'as même pas besoin de corriger. Ouais. Parce que tout le monde corrige tout seul. C'est une petite forme de faute. Quand tu fais un lapsus, quand j'ai raconté des histoires à ma petite fille quand elle avait 2 ans, tu fais un lapsus, tu corriges pas parce qu'elle rigole, elle comprend tout. Maintenant, un enfant comprend un lapsus, un adulte comprend un lapsus, c'est la plus petite forme de faute, tu n'as pas besoin de corriger. Et la confusion, c'est une forme de faute très, 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 très grave. Ici, il confond Marie, la mère de Jésus, qui a existé il y a 2000 ans avec Jésus-Christ, avec Marie, la sœur de Aaron, qui a existé il y a 3500 ans dans le livre de l'Exode, avec Moïse, son frère, et Aaron, son frère, qui sont de la tribu des Lévites. Marie, la Vierge Marie, est aussi de la tribu des Lévites. Mais il y a 1500 ans qui séparent les deux. La Vierge Marie est séparée de nous, aujourd'hui, en l'an 2000, par 2000 ans. La Vierge Marie elle-même est séparée de Marie et Aaron et Moïse par 1500 ans. Voilà. Il y a une confusion dans le temps. Il y a une confusion dans l'espace aussi, parce que la Vierge Marie se trouve à Jérusalem, là où Jésus est né, qu'on appelle Juda, dans la prophétie de Michée chapitre 5. On dit Juda, Bethléem, Juda, la plus petite parmi les tribus de Juda, de toi sortira celui qui dominera sur Israël et dont les jours remontent au jour de l'éternité, aux anciens temps, au jour d'éternité. Michée chapitre 5, verset 2. Donc Bethléem, c'est Juda, qui veut dire aussi Jérusalem. Et c'est là que Jésus-Christ est né, à Jérusalem, à Bethléem, qui s'appelle Juda, Judée, avec sa mère. Ça, c'est le lieu, c'est comme Paris. Alors que Moïse et Aaron et sa sœur se trouvent en Égypte en esclavage, et ils sortent d'Égypte, mais ils meurent tous, parce que l'exode de Moïse dure 40 ans, mais Moïse n'entre pas dans Jérusalem. C'est Josué, dans le livre de Josué, qui entre dans Jérusalem. Moïse meurt dans Deutéronome 34, et Dieu monte sur la montagne pour lui montrer Jérusalem de loin, depuis le sommet de la montagne de Pisa qui est dans le pays de Moab. Voilà, j'ai mis quelques images, on expliquera ça beaucoup plus loin dans la vidéo. C'est juste pour dire qu'il y a une confusion dans l'espace aussi. Donc, il est en train de confondre Marseille et Paris. Dans le temps, confondre le temps, c'est comme si tu peux dire le président Macron, président de la République de France, qui est l'époux de Christiane Taubira. Voilà. Tu es en train de confondre le chef de l'État actuel avec un ministre qui n'est pas actuel, qui était ministre avant. Ça a une confusion dans le temps. Voilà. Dans le temps aussi, parce que Christiane Taubira, maintenant, qui n'a plus de fonction importante au niveau national, se trouve en Martinique, en Guyane. Donc quand tu cites Emmanuel Macron, tu ne peux pas citer concomitamment Christiane Taubira. Sauf à l'époque où elle était députée, où elle est en train de faire une campagne présidentielle, où elle était ministre. Et que dans ce temps-là, dans cette occasion-là, elle est principalement à Paris. Et que tu peux mélanger Christiane Taubira et Emmanuel Macron. Maintenant, Christiane Taubira vit en Guyane, à 6000 km. Tu ne peux pas les mélanger. Tu ne peux pas parler de quelque chose de Paris et de citer Christiane Taubira dedans. C'est une confusion de l'espace, dans l'espace. Moïse, il est en Égypte et il sort, il fait ce qu'on appelle l'exode pendant 40 ans et il meurt avant d'entrer à Jérusalem. Voilà. Donc tu as une confusion dans le temps qui est grave puisqu'il y a 1500 ans qui séparent les deux. Il n'y a pas beaucoup de Marie dans la Bible. Il y a peut-être 4 Marie et les 2 principales, c'est Marie, sœur de Aaron et de Moïse, et Marie, mère de Jésus. Et tu ne peux pas confondre. Le Coran, c'est un petit livre, ça fait même pas 200 pages. La Bible des chrétiens, ça fait 5000 pages. Il n'y a aucune faute matérielle aussi grossière dedans. Parce qu'une faute matérielle veut dire que tu peux expliquer à un enfant de 7 ans, il comprend ce que tu es en train de dire. Voilà. Marie, sœur d'Aaron, c'est l'exode, ça veut dire c'est même avant, c'est 500 ans avant le roi David, 1000 ans avant le prophète Daniel, 1500 ans avant Jésus-Christ, 1500 ans avant Marie, mère de Jésus. Tu ne peux pas confondre comme
Or, tout le chapitre est en train de dire ça. Il répète plusieurs fois Marie, mère de Jésus, Marie qui est la sœur de Aaron et de Moïse. Il répète encore un peu plus bas Marie, mère de Jésus, Marie qui est la sœur de Aaron et Moïse. Voilà. Donc ça c'est la preuve que c'est une œuvre humaine et même plutôt d'un dernier de la classe. Puis je le répète, Éric Zemmour et tous les écrivains, bon ou mauvais, Alain Soral, tous les écrivains que tu veux, hein, qui soient, enfin, ils font pas de faute matérielle. Tu peux pas prendre son livre et dire voici une faute matérielle grossière. Hein. Et les écrivains eux-mêmes, moi je reprends une de mes publications de 1999, je relis parce que tu penses, on sait qu'il y a des insuffisances. Quand tu es un homme, il y a des fautes que tu peux faire. Et 20 ans après, tu essaies de voir si, maintenant, avec la connaissance, la science aujourd'hui, les fautes sont visibles et tu ne vois pas. Alors là, il est en train de faire des confusions dans le temps. Il mélange une Marie qui est 1500 ans avant l'autre. Il mélange les deux. Voilà. Christian Taubira était ministre, mais non, quand Emmanuel Macron n'était pas président. Voilà. Maintenant, il est président. Et c'est juste un autre temps. Tu ne peux pas confondre une histoire de Jacques Chirac qui a 20 ans avec Emmanuel Macron n'était même pas né. Voilà. Tu ne peux pas faire ce genre de confusion. Dans toutes les formes de fausse de la confusion. On précisera ce que c'est qu'une confusion. La confusion, c'est une faute comme les enfants de 2 enfants. À l'âge de 1 enfant, à partir de 11 mois, 12 mois, les petits enfants commencent à marcher. Donc, ils se tiennent debout et ils marchent. Ils sont très heureux de marcher, donc en un jour, ils peuvent marcher dans la même maison 1 kilomètre. Ils deviennent très forts parce que leur musculature leur permet de se verticaliser et de marcher. Ils peuvent donc arracher leurs chaussures. N'importe quelle chaussure que tu lui mets, il enlève. Il se fait un plaisir d'enlever sa chaussure et de se remettre sa chaussure lui-même. Et il met le pied gauche dans le pied droit. C'est une confusion. Et il fait ça à l'âge de 1 an, à l'âge de 2 ans, il ne fait plus ça. Il sait bien séparer la chaussure qui va au pied droit de la chaussure qui va au pied gauche. Donc la confusion, c'est une faute typiquement qu'un enfant de 11 mois, 12 mois fait. Et nous avons cité plusieurs confusions de ce genre dans le Coran pour prouver que c'est même pas l'œuvre, c'est pas une œuvre à la hauteur même d'un homme normal. Parce que, je répète, le Coran, ça fait 200 pages. Voilà. Et ça vient même pas 150 chapitres. Le livre des psaumes fait 150 chapitres. Voilà. Et il n'y a aucune confusion dedans. Chaque psaume 1 est concordant avec tous les 149 autres psaumes. Il est concordant avec le livre d'Isaïe, avec tous les prophètes, le livre de Daniel, avec le Nouveau Testament, avec les épîtres, l'épître de Paul, l'épître de Jacques, etc. Avec l'Apocalypse, avec le livre de la sagesse que nous avons lu. Le livre d'Esdras, avec le livre, avec tout le livre de Jachère, il n'y a aucune faute. Tout est concordant. Donc le Coran lui-même n'est pas un livre saint parce qu'il y a des fautes grossières, matérielles. Nous ne parlons pas des choses philosophiques. Nous ne faisons pas de la sémantique discursive et philosophique et métaphysique. Parce que quelqu'un peut dire, voilà, j'ai pas le bac, je ne comprends pas. On ne parle que des choses que quelqu'un peut comprendre. Et dans chaque sujet, nous allons utiliser plusieurs modèles pour que chacun comprenne. Donc pour les généraux, on a dit que, par exemple, non seulement ils n'ont pas le droit d'aller raconter des histoires, quand ils récoltent des informations, mais c'est dans un but précis et qu'ils connaissent. Ils savent à qui ils doivent donner ces informations. C'est pas pour aller écrire ça dans les journaux, ou à la télévision. On s'en fout. Ben, une fois que tu décides d'aller le dire à la télévision ou aux journaux, tu t'arranges quand même pour que ce soit sérieux. Quand tu parles des banlieues, quelqu'un voilà, Rachida Dati, qui est maire du 7e arrondissement, c'est très beau, le 7e arrondissement. Donc même Rachida Dati, qui est marocaine, tu lui parles de prendre de banlieue, elle ne va pas comprendre. Toujours au 16e arrondissement, il y a tous les beaux bâtiments là-bas. Tu racontes à quelqu'un une histoire de banlieue, il ne va pas comprendre. Donc Rachida Dati, c'est une arabe. Maire de 7e arrondissement toute sa vie, tu vas lui raconter une affaire de banlieue, elle va comprendre. Il y a 90% de Français qui n'ont rien à foutre avec cette affaire de banlieue. Voilà, donc ça c'est la première, on appelle ça un modèle. C'est un modèle sémantique, on est en train d'expliquer qu'il a déconné. C'est un modèle, on expliquera ça un peu plus loin. Le deuxième modèle que nous avons pris, on a expliqué que quand tu vas à l'école militaire,
On t'apprend les guerres antiques. On t'apprend comment Noé faisait la guerre, comment Nimrod à Babylone faisait la guerre, comment les Égyptiens faisaient la guerre, comment Napoléon faisait la guerre, comment Jules César, comment les Chinois, les Russes antiques faisaient la guerre. Dans ces formes de guerre, c'est pas seulement pour des buts contemplatifs qu'on apprend ça. Peut-être qu'un jour, il y aura besoin de faire la guerre civile, mais ce n'est pas une guerre civile générale, c'est une guerre civile localisée dans le Grand Paris. Hein. Ça concerne 10 millions d'habitants. Et donc, si tu encercles Paris et que tu fais la guerre, peut-être que tu seras obligé d'utiliser une forme de guerre napoléonienne ou une forme de guerre que les Chinois antiques faisaient. Hein. Ici, on s'en fout. On a pris le cas des Italiens. Et c'était une mafia qui était totalement diffuse, elle n'était pas localisée dans 4 banlieues. Hein. Banlieue, principalement, c'est Paris, c'est Marseille, c'est Lyon, c'est Bordeaux, c'est les villes de plus d'1 million d'habitants, où la banlieue peut être un problème incontrôlable. Dans toutes les autres villes, hein, Lille, c'est très propre. Hein. La banlieue de Lille, n'importe quel problème, la police locale, la police municipale peut contrôler ça. Hein. Dans toutes les autres villes qui ne font pas 1 million d'habitants, il n'y aura jamais aucun problème que la police même municipale ne puisse pas contrôler. Donc le deuxième modèle, c'est donc la mafia italienne, qui était une mafia diffuse sur tout le territoire de l'Italie, et qui n'était pas une mafia d'importation de quelques Marocains qui n'ont pas, la moitié sont des sans-papiers, qui ne savent pas parler français et qui n'ont aucune racine. On parlait là d'une mafia italienne qui avait 2000 ans, et qui se trouvait dans tout le pays, était rançonné. Il rançonnait les secrétaires. Tu étais secrétaire comme ça d'un avocat, tu payais aussi des impôts à la mafia. Il passait le matin et tu payais. Tu vendais du pain, la mafia te rançonnait. Voilà. Donc c'était la mafia sur tout le territoire d'Italie, et en un mois, on les a tous capturés. Et les généraux n'auraient pas pu être dans l'ignorance de ça. Ma manière générale dernier de la classe. Donc c'est pour ça que j'avais parlé, sans insister, de haute trahison. C'est juste pour qu'on comprenne ce qu'on les modèles. Mais la partie philosophique et métaphysique ou trop complexe, on ne va pas insister sur ça. Jusqu'à présent, on a pris 2 modèles pour expliquer la bêtise des généraux français. On va prendre d'autres modèles. Donc, quand on apprend l'histoire, c'est pour que tu puisses copier. Donc, quand la mafia des Arabes serait devenue importante, tu copies, ils avaient combien d'hélicoptères, tu prends le même nombre d'hélicoptères que l'armée italienne a utilisé pour capturer les 500 membres de la famille. Tu copies tout. Combien de chars sont descendus dans la rue, etc. Et tu fais la même chose, ça peut durer 1 an, s'ils sont trop bêtes enfants, ça peut durer 2 ans. Voilà. Donc ça ne justifie pas qu'on ait raconté. On a pris 2 modèles, on fera d'autres modèles un peu plus loin. Dans cette vidéo, je présente brièvement le livre que j'ai écrit sur le voile islamique. Il s'agit d'un livre qui est terminé depuis l'année dernière, que j'avais mis sur Amazon, j'avais mis sur Facebook et sur divers sites gratuitement, et que j'ai mis au mois d'août sur Amazon. Et Amazon a caché le livre, en sorte que le livre n'est pas visible jusqu'à la date d'aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui m'avait un peu échappé, ça m'avait paru anodin, mais l'affaire est plus grave que cela. Puisque 1 an après les faits, est survenu ce qu'on appelle en France l'arrêt Burkini, qui est une décision du Conseil d'État français faite par des juges parfaitement stupides et racistes et bêtes, qui a pour but de paganiser la France. En fait, en France, la franc-maçonnerie, selon Vincent Payon, et la religion de la République. Et la franc-maçonnerie, malheureusement, les gens l'ignorent, n'est pas une œuvre de bienfaisance, parce que la franc-maçonnerie a été créée par Albert Pike, qui est un ashkénaze et faux juif, mais qui est aussi le père fondateur du Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan, c'est ce qui a tué George Floyd récemment aux États-Unis. Donc c'est une association qui est raciste, profondément et par essence. Donc en fait, la franc-maçonnerie n'est pas une œuvre de bienfaisance, comme on croit, mais est une œuvre raciste, profondément raciste. Et le racisme, c'est des choses graves. En France, il y a des affaires graves, comme l'affaire Benzema. On l'a refusé dans l'équipe de France pendant plus de 5 ans. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le racisme.
Et c'est très insidieux parce que tout le monde, même quelqu'un d'intelligent, ne pouvait pas penser que l'entraîneur de France soit raciste. Hein. Tout le monde pensait qu'il a joué avec des Noirs pendant toute sa vie. Il a joué avec Zidane pendant toute sa vie. Mais on sait que c'était du racisme. L'affaire Tuech, c'est du racisme aussi. C'est une technique, c'est des racismes sortis du Ku Klux Klan et des loges de franc-maçonnerie. L'affaire Burkini et les débats qui avaient précédé sur le voile islamique, c'est des débats racistes qui sont une œuvre de franc-maçonnerie. Pas la franc-maçonnerie qu'on peut croire qu'elle est en train de libérer quelqu'un, non, mais une franc-maçonnerie qui est donc du racisme institutionnel. J'ai donc écrit un livre sur le voile islamique qui était sur Amazon et qui n'a jamais pu être visible. Parce que donc il y avait un projet de la franc-maçonnerie de faire l'arrêt Burkini. Donc j'ai mis maintenant ce livre sur mon site qui s'appelle vk.com/tuech 144, V comme Véronique, K comme kilo.com/TUECHE144. Et on trouve ce livre. Dans ce livre, c'est très très simple. Le voile islamique n'est pas très très important dans la doctrine de l'islam, puisqu'il n'apparaît qu'une seule fois dans le Coran. On fait de la sémantique, hein, je ne suis pas musulman, je suis chrétien. Il n'apparaît qu'une seule fois dans le Coran, dans la sourate 24, c'est-à-dire dans le chapitre 24, au verset 31. Le voile vestimentaire n'apparaît qu'une seule fois dans le Coran, alors qu'il apparaît 144 fois dans la Bible. Et plus gravement encore, tout le monde dans la Bible, Abraham, sa femme Sarah porte le voile, David, ses épouses portent le voile, Salomon, le roi Salomon, qui est le fils du roi David, toutes ses compagnes portent le voile. Tout le monde, les 144 personnages qui sont dans la Bible portent le voile. Et les 144 lieux, c'est-à-dire Babylone, Égypte, Jérusalem, Sion, tous les endroits qu'il y a dans la Bible portent le voile. À 144 reprises aussi. Et le voile existe dans la Bible 2500 ans à Babylone avant l'islam, 2000 ans en Égypte avant l'islam. L'Égypte, c'est Genèse chapitre 12. C'est là que l'Égypte apparaît. L'Égypte, c'est le pays de Cham, dans Psaume 105, dans Psaume 106 et dans Psaume 78. Et le voile existe à Jérusalem avec la Vierge Marie chez les catholiques 600 ans avant l'islam. Et je donne les détails sur cette partie-là. La façon dont mon livre a été traité sur Amazon est dans un complot de la franc-maçonnerie qui visait à cacher cette vérité que j'avais écrite pour mes des amis musulmans. De tous bords, hein, qui sont orthopédistes, qui sont taximans, qui sont boutiquiers. Et quand tu es avec eux, tu vois que c'était une violence, les débats télévisés. Et c'est encore plus violent aujourd'hui quand tu es avec eux, ils disent « Ah, les enfants ne peuvent pas aller à la piscine. » Voilà. Donc c'était un complot. Et la franc-maçonnerie, c'est donc du Ku Klux Klan, c'est du racisme. L'affaire Tuech, c'est du Ku Klux Klan qui est sorti des loges de franc-maçonnerie. L'affaire Benzema, c'est du Ku Klux Klan sorti des loges de franc-maçonnerie. Et c'est très élaboré. Voilà. Personne en France n'avait pensé que c'était une affaire raciste, l'affaire du Ku Klux Klan. Et ça s'appelle le projet le mythe de Sodome et Gomorrhe. Il y a une erreur, il y a un malentendu que les gens croient. Les gens pensent que Sodome et Gomorrhe, c'est une affaire sexuelle où les gens étaient homosexuels. Mais en fait, ce n'est pas ça. Il y a une terrible erreur. Dieu n'a pas détruit Sodome et Gomorrhe dans Genèse chapitre 19 à cause de leur homosexualité. Quand j'étais étudiant en première année de médecine, je suis allé chez un ami, il avait acheté un disque de Elton John et il m'a dit « Ah, Elton John est homosexuel ». Tout le monde écoute Elton John, ça n'a jamais dérangé personne. Qu'Emmanuel Macron soit homosexuel avec Benalla ou avec une autre personne, les gens s'en foutent. Hein. Donc, le mythe de Sodome et Gomorrhe dans Genèse chapitre 19 n'a pas été détruit à cause de la sexualité des gens qui étaient là-bas. C'est parce que c'était un projet de la franc-maçonnerie qui est un projet d'injustice et de violence. En fait, on dit dans Genèse chapitre 19 que les gens du plus petit au plus grand, ils étaient en train de vouloir casser la porte de Lot. Lot, c'est le neveu d'Abraham, pour prendre
à Lot des choses qui ne leur appartenaient pas. Voilà. Et Lot a été sauvé de justesse parce qu'il y avait des anges dans la maison de Lot qui ont frappé ces personnes d'aveuglement, en sorte que ces personnes n'arrivaient plus à trouver la porte d'entrée de Lot, qu'ils étaient prêts à casser. Et on dit du plus petit au plus grand. C'est là qu'on a la preuve que ce n'est pas sexuellement qu'il y avait un problème. Parce que la sexualité commence à la puberté, quand quelqu'un atteint sa maturité physiologique sexuelle. La puberté, c'est approximativement à partir de 9 ans. Alors quand on dit du plus petit au plus grand, ça veut dire petit veut dire que quelqu'un a 7 ans. Voilà. Même il est en dessous de 7 ans. Voilà. Et qu'ils étaient tous en train de vouloir enfoncer la porte de Lot pour prendre des choses qui ne lui appartenaient pas. On a des détails plus précis sur cette injustice et la violence de la franc-maçonnerie et du Ku Klux Klan dans le livre de Jachère, qu'on appelle aussi le livre du juste. C'est plus précis dans sa version en anglais qu'on appelle le livre de Jachère. Eh bien, c'est des gens qui avaient créé des faux juges qui rendaient des arrêts iniques, c'était des arrêts injustes. Et l'arrêt Burkini est un arrêt fait par des faux juges stupides, qui est un arrêt injuste. Et quand l'injustice, combattre l'injustice n'est pas un choix, c'est une obligation. C'est-à-dire quand tu es en face d'une injustice, tu dois la combattre. Moi j'ai écrit le livre un peu parce que j'ai des amis musulmans. Et qu'au Cameroun, on est presque moitié, c'est des musulmans. La moitié du Cameroun, c'est des musulmans. L'autre moitié, c'est des chrétiens. Ce qui fait que les gens vivent toujours en bonne entente. En France, les musulmans sont minoritaires. Et la France est une ancienne civilisation, ce qui fait qu'ils ont du mal à accepter les musulmans. Mais il s'agit d'un projet du mythe Sodome et Gomorrhe, mais pas dans sa partie sexuelle, mais dans sa partie d'injustice. Parce que je répète donc la sexualité d'Emmanuel Macron, de Trudeau, qui est au Canada, tous ces grands homosexuels, ça ne dérange personne. Hein. Voilà. Il y en a même des célèbres, il faut le répéter. Hein. Elton John, ça ne m'a jamais dérangé. Il a même été anobli par la reine d'Angleterre. Donc Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas la partie sexuelle d'un genre ou d'un autre qui est mauvais. C'est sa partie injustice et raciste qui est très très mauvais et qu'il faut combattre. Voilà. L'injustice, c'est que l'arrêt Burkini, c'est un arrêt qui est injuste. Il y a des pays en Inde, ils sont 1,5 milliard. Il y a des musulmans, on ne peut pas commencer à demander aux gens de tout le monde de se promener nus comme les chrétiens. C'est un projet qui se donne une apparence sexuelle, c'est-à-dire que tout le monde doit aller en bikini à la piscine, mais c'est pas cette partie-là qui est grave, c'est la partie d'injustice. L'affaire Benzema, c'est une affaire d'injustice. L'affaire Tuech, c'est une affaire d'injustice. Et l'injustice est devenue en France institutionnelle. Et l'injustice même ordinaire doit être combattue à mort. S'il est établi que l'injustice est institutionnelle, c'est-à-dire que c'est l'État qui crée l'injustice, l'État doit être combattu et être renversé pour que l'État de droit soit rétabli. Les généraux français sont des parfaits abrutis parce qu'ils ont fait une tribune l'année dernière pour s'inquiéter du trafic de drogue dans les banlieues. Bon, on ne dit pas que c'est bien le trafic de drogue, on ne dit pas que les banlieues c'est cool non plus. Mais c'était une fausse affaire parce que en Italie, il y avait eu une affaire, il y a une mafia italienne qui n'est pas une mafia comme ça d'importation. C'était une mafia qui était là depuis 2000 ans. Et il y a 30 ans, il y a eu une grosse affaire en Italie. Ils ont tué un juge et les juges se sont fâchés et ils ont lancé une campagne contre la mafia italienne. Et en un mois, ils ont attrapé 500 chefs de famille mafieuses en Italie. Ils les ont enfermés dans des barreaux comme ça, dans un grand tribunal, comme des singes. Et en moins de 6 mois, toute l'affaire était jugée. En moins d'1 an, ils s'étaient tous pourvus en cassation et l'affaire était terminée en 1 an. Donc, quand tu es médecin, je suis médecin, tu vas à la faculté de médecine, on t'apprend l'histoire de la médecine. Quand tu es général, tu vas à l'école, à Saint-Cyr, on s'en fout, on t'apprend l'histoire. Hein. Et puis même quand tu es après, tu regardes la télévision et tu vois les choses. Hein. Donc, pourquoi ils viennent nous faire toute une tribune qui avait entretenu la France pendant plusieurs mois sur une affaire comme ça? Quand le trafic de drogue sera devenu un vrai problème en France, on peut copier l'exemple des Italiens et en 1 an, l'affaire sera terminée.
Donc, on a ici la preuve que l'État est devenu bête, les généraux sont d'une bêtise parfaite, les policiers sont devenus d'une stupidité totale, les juges sont aussi stupides et injustes. Et dans cette vidéo, nous sommes en train de dire que quand l'injustice devient institutionnelle, étatique, il faut la combattre, aller jusqu'à renverser totalement l'État et rétablir l'état de droit. Donc le voile islamique, le voile n'est pas islamique, c'est un voile qui est judéo-chrétien. Et la condamnation des musulmans par l'arrêt Burkini est une erreur puisque on lui a donné le nom islamique alors que c'est un voile qui n'apparaît dans le Coran qu'une fois et qui apparaît dans la Bible des chrétiens, c'est-à-dire 144 fois. Et qui était à Babylone 2500 ans avant l'islam, en Égypte 2000 ans avant l'islam, et la Vierge Marie des chrétiens catholiques dans 1 Corinthiens chapitre 11, on dit femme voilée, voilée, 4 fois, 5 fois même. Donc la Vierge Marie, pour ainsi dire, caricaturalement portait 5 voiles. Voilà. Dans 1 Corinthiens chapitre 11. Qui devient donc au moins un voile chrétien comme ça. On a dit que c'est un voile judéo-chrétien à 144 reprises et que c'est par une erreur et des avocats. Les avocats sont corrompus et faux aussi. Et on disait donc quand l'État devient institutionnellement injuste, il faut le combattre jusqu'à le renverser pour que l'État de droit existe et qu'il ne s'agit pas d'une possibilité ou d'un choix, c'est une obligation. Quand l'injustice et la stupidité, on a pris l'exemple des généraux français. Il y a 30 ans, moi j'étais en faculté de médecine, je faisais on appelle ça candidature de médecine, j'étais externe. Voilà. La mafia italienne, ils ont tué un juge avec une bombe, et puis les autres juges n'étaient pas contents, et en un an, on avait enfermé 500 chefs de famille mafieuses italiennes. Ils avaient été jugés, fait appel, pourvus en cassation, le tout en un an. C'était terminé. Donc s'il y avait un seul général intelligent, il aurait su cela. En mois de juin, à Bordeaux, le commissaire divisionnaire, c'est-à-dire le chef de la police, le commissaire divisionnaire de Bordeaux, celui qu'on a attrapé pour trafic de drogue. Donc si les généraux étaient intelligents, ils surveilleraient plus les policiers qui font du trafic de drogue que le petit arabe sans papier qui est en train de faire le trafic de drogue parce que lui, il est moins dangereux.